maintenant, nous avons le plaisir d'entendre M. Gérard Gebel nous parler d'un sujet très important qui, par hasard pour moi, fait écho à une émission de télévision hier soir où il était question des véhicules qui utilisent ces dites piles. Donc nous ne sommes pas le rêve, nous sommes dans une réalité bien profonde où le CEA est très actif et je vous laisse vous présenter. Si ça marche. Ah, si ça marche. Ça ouvre. Bon, ben, je vais me présenter. Je dispose de combien de temps? Vous disposez d'une heure et d'accord. Ensuite il y a un moment de questions. Ok. Je serai peut-être plus rapide. Donc, le temps que ça charge, en espérant que ça aille plus vite que ça. Donc, je me présente. Donc, je suis Gérard Gebel. Je travaille au CEA Grenoble. Donc, je fais partie de la DSM. Donc, du département qui est implanté dans le centre du CEA Grenoble, qui est, comme vous le savez, c'est dirigé par la DRT. Et donc, on a un département implanté qui est l'INAC. Ah. Donc, on travaille, donc, comme vous le savez tous, hein, le CEA a changé de nom en 2009 et est devenu le CEA EA, enfin Commissariat à l'énergie atomique aux énergies alternatives. Et il y a des projets, y compris dans le post-Fukushima, qui sont de faire un programme NTE++. On ne sait pas s'il y aura l'argent, mais donc c'est de développer tout ce qui est nouvelles technologies pour l'énergie. Donc en particulier, ça comprend donc le solaire à Inès, à Chambéry, l'Institut national d'énergie solaire. Là, ça coince. Et puis donc à Grenoble, il y a une très forte activité en plein développement sur toutes les énergies renouvelables, donc batterie lithium et puis pile à combustible. Donc, comme je l'ai dit, la question c'est de savoir si c'est une vraie solution ou une illusion. Donc je travaille à l'INAC et dans un laboratoire qui s'appelle le SPRAM, Structure et Propriétés des Architectures Moléculaires, dans lequel je dirige un groupe qui s'appelle le groupe polymère conducteur ionique. Et c'est une unité mixte d'ailleurs, CEA, CNRS et UJF, c'est-à-dire Université Joseph Fourier. Donc le sujet du jour, c'est la pile à combustible, donc je vais vous donner un peu de contexte, je vais des choses que vous savez peut-être mieux que moi sur le contexte. Je vais parler juste quelques mots des batteries, qui est le procédé un peu concurrent. Et puis je parlerai des piles à combustible, donc d'une part un peu d'historique et comment ça fonctionne, et puis pour arriver aux recherches qui sont en cours, si j'ai le temps. Alors, ici on est à Saclay, donc je vous montre quand même une image du centre de Grenoble, que vous connaissez sûrement tous. Donc c'est le polygone scientifique. C'est plus du tout comme ça déjà, tout est rasé. Il va y avoir ici, juste pour vous dire, une avenue qui fait 45 mètres de large avec le tramway qui arrive. Donc c'est tout en travaux. Ils veulent construire 1 million de mètres carrés de bâtiments. Et notre labo, il est dans ce bâtiment, donc qui est le département implanté, donc de l'INAC. Et en fait, comme vous le voyez, comme ici, c'est-à-dire qu'on a un synchrotron et puis une source de neutrons que j'utilise beaucoup dans mes recherches. Les mauvaises langues, qui ne sont pas forcément mauvaises, comme c'est les sources européennes, disent qu'elles sont meilleures que celles de Saclay. Donc j'en viens un peu au contexte, je vais essayer de passer rapidement. Alors vous connaissez tous le contexte des nouvelles énergies, je présume. Vous connaissez le contexte, c'est quoi? C'est la population augmente. Et puis ça c'est une courbe qui est assez ancienne, mais en fait on est en train de bien suivre. Donc vous l'avez... je sais pas, il n'y a pas un pointeur? Ah voilà, super. Donc vous avez la population qui augmente et vous savez que le 31 octobre on est passé à 7 milliards, c'est-à-dire on est là quoi. On suit bien cette courbe et ça veut dire que la consommation d'énergie va augmenter et quelles que soient les hypothèses, c'est un peu, ça risque d'être un peu dramatique. Surtout que, vous le savez aussi,
on est en train de passer ce qu'on appelle le peak oil, c'est-à-dire que la production va diminuer, alors quelles que soient les ressources, hein, c'est très polémique, mais il va se passer quelque chose, c'est-à-dire que le prix de l'énergie va augmenter. Et puis, même quand on est très polémique, alors vous voyez peut-être pas de là-bas, mais du fond, mais donc sur cette courbe, les prévisions sont dramatiques, puisqu'on parle d'ici de pic de prix, collapse des marchés financiers, ça on connaît, hein, c'est en cours. Et puis, quand on va plus loin, il y aura du rationnement, puis on va aller vers les désordres, et ça finit à l'anarchie. Donc, c'est des prix... Voilà. C'est très bien. Donc d'un autre côté, on sait tous aussi dans le contexte qu'il y a le problème du réchauffement climatique. C'est aussi polémique, mais les faits sont là. Ce qui est polémique, c'est de tracer sûrement ces courbes qui montrent que ça s'accélère, ou de discuter de l'origine, mais bon, il y a un problème de réchauffement, et bon, même si on n'y croit pas, ça reste probablement en partie lié au gaz à effet de serre, donc qui augmente. Alors, majoritairement du CO2, moi je suis chimiste, j'ai jamais compris pourquoi le CO2 posait tant de problèmes, parce que si vous faites un spectre infrarouge du CO2, vous verrez que c'est pas le truc qui absorbe le plus par rapport au méthane en particulier. Enfin, toujours est-il que ce serait pas idiot de faire baisser les productions de CO2, et quand on regarde ce qui produit le CO2, une des grandes parties, c'est les transports, et donc pour pas produire de CO2 dans le transport, on arrive au sujet du jour, c'est-à-dire le véhicule électrique. Et le véhicule électrique, c'est pas c'est pas récent, puisqu'en fait, en 1899, le premier véhicule qui a fait les 100 km/h, c'était une voiture électrique qui s'appelait la Jamais Contente. Alors, la première solution, ce qu'il y avait dans ces voitures, c'est les batteries. Alors, vous connaissez peut-être ce diagramme, il est un peu compliqué, mais qu'on appelle le diagramme de Ragon, mais en résumé, ça donne les densités d'énergie en fonction des densités de puissance, c'est-à-dire que ici vous pouvez considérer que ça c'est l'autonomie et ça c'est la puissance. Donc si vous avez des condensateurs, supercondensateurs, vous avez beaucoup de puissance et peu d'énergie. Et on retrouve, je l'ai présenté parce qu'il y a le moteur à essence, là, on aimerait être très là-haut, enfin le plus loin possible là-haut. Les batteries sont là, batteries au plomb jusqu'au lithium, et puis les piles à combustible sont par là. Et le moteur à hydrogène qui est pas tellement envisagé. Donc les batteries, c'est quand même, ça pose des petits problèmes de puissance et d'autonomie. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné pendant un siècle? C'est que si vous mettez des batteries dans votre voiture, c'est-à-dire pour une autonomie de 200 km, avec des batteries au plomb, il fallait 3 tonnes. Alors c'était pas terrible. Maintenant, depuis les années 80 qu'on a inventé les batteries lithium, ça devient fortement envisageable. Alors c'est envisageable, mais d'abord comment ça fonctionne une batterie? Une batterie lithium-ion, c'est celle qu'on envisage, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez, c'est tout bête, hein, c'est 2 électrodes qui sont des éléments d'insertion. Vous avez du lithium dans une. Et puis, quand vous chargez le lithium dans une électrode. Quand elle se décharge, ça passe dans l'autre à travers un électrolyte. Et donc, après, vous empilez 200 kilos et vous pouvez faire fonctionner votre voiture. C'est ce qu'on vous promet depuis un certain temps. Le problème des batteries, c'est l'autonomie. Vous n'avez que l'énergie qui est stockée dans les électrodes. Le coût, vous avez tous des téléphones portables, vous savez que quand vous changez la batterie, ça coûte presque plus cher que le téléphone lui-même. La durée de vie, ça c'est pareil, on le sait pour les téléphones portables, c'est 3 ans pour une batterie, c'est un peu... on a du mal à faire mieux. Ou alors, il faut augmenter le coût. Les durées de charge, charger des batteries, ça prend du temps. Après, vous avez le problème d'autodécharge, c'est-à-dire que si votre batterie, vous ne l'utilisez pas, elle se décharge toute seule. Problème plus grave, sûrement, le problème de la sécurité. Vous avez tous vu ces images d'ordinateurs qui ont explosé. Et puis, il y a aussi un problème de disponibilité des matériaux. Alors, on sait tous que le lithium, il existe essentiellement dans 2 pays qui sont, je crois, la Bolivie et la Chine. Mais il y a aussi les composés d'électrodes. Par exemple, pendant longtemps, on utilisait dans les batteries des composés à base de cobalt. Et ça c'est des matériaux qui sont chers et rares. Alors, ça ne résout pas. On va passer aux piles à combustible. Alors, la pile à combustible, ce n'est pas récent non plus. En fait,
Le concept de la pile à combustible a été inventé, tout le monde croit que c'est M. Grove, mais en fait c'est M. Schönbein qui a trouvé ce concept. C'était un chercheur, alors vous le connaissez sans le connaître, c'est lui qui a découvert l'ozone en particulier, donc mais en plus de l'ozone, il a beaucoup travaillé sur les propriétés catalytiques, il a découvert les propriétés catalytiques du ruthénium, et donc en travaillant sur l'électrolyse de l'eau et la catalyse, il s'est aperçu d'un truc bizarre, c'est quand il arrêtait de faire d'électrolyse, le courant partait dans l'autre sens. Alors en 1838, il a écrit qu'il se passait quelque chose de bizarre et il l'a dit à son ami qui s'appelait Faraday. Et Faraday, donc un Anglais bien connu, et qui en a parlé à William Grove, qui n'était pas scientifique puisqu'il était avocat. Et William Grove a inventé la pile à combustible à partir du concept. Donc vous avez ici le principe, hein, c'est tout bête, vous avez une solution d'acide, 2 électrodes de platine avec hydrogène, oxygène, et ça produit du courant. Et pour le montrer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a couplé 4 piles, et il a mis en face, il a fait de l'électrolyse. Ce qu'on voit, c'est que le premier prototype tout simple, il avait déjà plus que 25% de rendement, puisqu'avec 4 piles, on arrivait à faire de l'électrolyse. Donc c'est un système qui est à très très fort rendement. Maintenant, on est à plus de 50%. Alors, il s'est évidemment rien passé, ou quasiment rien pendant un siècle, jusque un siècle pratiquement. Et puis, il y a des gens qui ont développé des choses amusantes, mais bon, ça restait des curiosités. Jusqu'aux programmes spatiaux, la NASA avait besoin d'électricité dans ses véhicules spatiaux, et donc a payé à l'époque General Electric 9 millions de dollars en 1960. Vous imaginez combien ça fait maintenant? Je pense que ça doit faire 900 millions de dollars, donc ça fait cher le prototype. Et donc, les programmes spatiaux, ils ont continué à utiliser des piles, mais si les premières piles, c'était des piles à membrane échangeuse de protons, après ils sont passés à des piles alcalines pour des problèmes de durée de vie, de fiabilité. Mais ces piles-là, je vais y revenir, sont pas utilisables sur Terre. Alors pourquoi? Alors il y a différents types de piles à combustible. En fait, les différents types se différencient en fonction de l'électrolyte. L'électrolyte que vous utilisez, ça peut être soit des polymères, soit des trucs un peu bizarres, genre de la potasse, donc les piles alcalines, de la potasse douzaine, ça vous aimeriez pas avoir ça dans votre téléphone sûrement, de l'acide phosphorique, des carbonates fondus ou des céramiques. En fait, en fonction de l'électrolyte, ça définit des températures de fonctionnement. C'est-à-dire que les piles à membrane fonctionnent plutôt autour de l'ambiance 100 degrés, et des piles avec céramique, fonctionnent vers 1000 degrés. Donc c'est vraiment une autre... Ça définit aussi les applications potentielles. Alors, les applications, ça couvre à peu près toute la gamme qu'on puisse imaginer, des petites sources, ordinateurs, téléphones, véhicules, et puis même des usines, et suivant le type de pile. Mais grosso modo, personne ne veut de système corrosif, donc on oublie tout ce qui est carbonate fondu, ce qui est pile alcaline. On préfère des électrolytes solides, donc il reste les membranes et les céramiques, mais les céramiques, en tout cas au CEA, maintenant sont un peu abandonnées pour ces applications-là, parce qu'on n'arrive pas à faire des systèmes très compacts, très stables. Alors, vous avez une pile à combustible, en fait, ça fonctionne avec de l'hydrogène. Alors, il faut aussi penser que la pile qui est au bout de la chaîne, elle a besoin d'hydrogène. Alors, la question que se pose, c'est comment on produit l'hydrogène. Alors, on est au CEA, on pense au nucléaire plus électrolyse. Si on passe d'énergie fossile, centrale thermique, c'est pas très gagnant d'un point de vue écologique. Il y a les renouvelables, donc ça, c'est une solution solaire hydraulique. La biomasse, évidemment, mais le problème de la biomasse, c'est qu'à force de la mettre partout, je ne sais pas si on en aura assez, parce qu'on va en faire des biocarburants. Alors si on veut en faire aussi de l'hydrogène, déjà que la production totale de biomasse, c'est la moitié de la consommation d'énergie en France, ça risque de poser problème. Donc il faut produire de l'hydrogène, essentiellement de l'électrolyse, puis après vous avez le problème du transport, puis le problème du stockage aussi, qui sont pas forcément... Ils sont des problèmes technologiques, mais pas forcément simples. Alors après, c'est qui de la poule ou de l'œuf? Alors la pile à combustible, c'est comme tous les systèmes, c'est piloté par la thermodynamique. Et donc en fait, vous êtes
piloté par le fait que la tension maximum que vous aurez avec de l'eau, la réaction donc hydrogène plus oxygène donne de l'eau, c'est que vous ne pouvez pas en théorie dépasser un 23 volts. Donc c'est plutôt fonctionne en basse tension. En plus, si vous regardez les courbes qui sont classiques dans le domaine des piles, c'est-à-dire les courbes de polarisation, c'est-à-dire la tension en fonction du courant qui est débité, plus vous débitez de courant, plus ça diminue. Alors classiquement, on divise en 3 parties. Une partie qui est tout ce qui est les irréversibilités, activation, catalyse. La partie chute ohmique, la résistance. Et puis après, si vous tirez trop, c'est le problème d'alimentation, donc les problèmes de diffusion des réactifs dans les électrodes. Toujours est-il que de 1,23 volts, la tension qu'on vise, c'est 0,7 volts, donc relativement basse tension. Par contre, on peut tirer des courants assez importants, 1 ampère par centimètre carré. Et donc, si vous voulez un véhicule électrique à 70 kW, ce qui est quand même pas mal, c'est simple, il vous faut 10 mètres carrés de membrane, enfin d'électrodes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est un des problèmes des piles, c'est que même avec un rendement de 50%, si vous faites 70 kW électriques, vous allez faire aussi 70 kW thermiques. Et dans votre voiture, il faudra les éliminer. Alors, le rendement d'un moteur à combustion, c'est pas terrible, c'est 30%, sauf que 90% de la chaleur part par les gaz d'échappement. Ici, vous n'avez pas de gaz d'échappement, donc le vrai problème des technologues, enfin des constructeurs de voitures, c'est aussi de faire des échangeurs thermiques qui permettent d'éliminer la chaleur. Alors, 10 mètres carrés, comment on fait? On empile. Alors, le principe, c'est on prend 2 distributeurs de gaz, collecteurs de courant, et puis au milieu, on met un système d'électrodes et on empile autant qu'il faut pour avoir la puissance voulue. Et donc, ça fait ce qu'on appelle en anglais des stacks, des empilements, d'où le nom de pile à combustible. Et là, vous avez une image de la pile qui a été fabriquée par le CEA avec Peugeot. Typiquement, c'est 80 kW. Donc ça fait avec des performances assez intéressantes, c'est un peu l'état de l'art, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de 1 kW par litre et 1 kW par kilo. Donc c'est pas tout à fait vrai, ça doit être 1,2. Mais alors comment on est arrivé à faire des piles? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi comment ça a évolué dans le temps? Alors en fait, après le spatial, quand on regarde dans le spatial, donc le programme Gemini, les piles, ils utilisaient des membranes, et les membranes, c'était du polystyrène sulfonate. L'avantage, c'est que c'est vachement simple. Vous prenez du polystyrène, vous le dissolvez dans de l'acide sulfurique, et ça vous fait du polystyrène sulfonate. Suivant le temps que vous le laissez, vous allez mettre plus ou moins de groupe SO3 sur votre polystyrène. Et après, vous faites un film, ça vous fait une membrane pas chère. Le problème, c'est que si vous regardez les courbes de polarisation, je ne sais pas si vous voyez au fond, mais au bout de 200 heures de fonctionnement, ça commence à se casser la figure, c'est-à-dire que la durée de vie n'est pas là. Alors, du coup, or, la durée de vie, il faut se rappeler pour le véhicule, on demande à l'heure actuelle 5000 heures de fonctionnement, donc un peu plus que 200. Alors, ça ne fait pas beaucoup, 5000 heures de fonctionnement, ça fait 3-4 mois. Donc, les gens devraient réaliser qu'ils achètent une voiture pas pour rouler, mais pour la garer, parce que les 99% du temps, elle est garée. Alors après, il faut que ce soit 5000 heures, mais aussi 5000 heures sur 10 ans. Ça, c'est un autre problème. Alors, dans les années 70, la recherche a été relancée parce qu'on a découvert le naphion. Le naphion, dont vous avez la formule chimique ici, en fait, c'est Dupont de Nemours qui a découvert le naphion. Alors, Dupont de Nemours avait inventé le téflon. Et puis ça tombe bien parce que c'est CF2, c'est polytétrafluoroéthylène, le téflon. Et puis ils ont demandé à leurs chercheurs de trouver tout ce qu'on pouvait breveter autour. Et puis il y en a un qui a eu l'idée de faire un monomère un peu bizarre. Et puis ils l'ont breveté. Puis ça marche très bien, en tout cas dans les piles. Et puis surtout, ça se vend, ils en vendent des millions de dollars chaque année. Parce que toute la production de chlore et de soude, qui sont les 4e et 5e produits de la chimie mondiale, sont faits par électrolyse du NaCl et en utilisant maintenant ces membranes comme séparateurs. Donc. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on a commencé à utiliser ces membranes, on est arrivé à des durées de vie, là c'est 2000 heures, avec 100 pertes de performance. Donc on avait, on gagnait 2 choses en utilisant ce naphion. Donc la durée de vie, la stabilité, parce que c'est du téflon, donc c'est assez stable. Et puis l'autre chose, c'est les performances.
parce qu'en fait, le groupe sulfonique ici est beaucoup plus acide. C'est un super acide, c'est un pK de l'ordre de -20, donc c'est très acide, donc le proton est très dissocié, ça marche très bien. Alors après, il ne s'est pas passé grand-chose, ça avait relancé, mais ça a un peu arrêté parce que, en fait, on n'arrivait pas à mettre les piles dans la voiture, c'est ce qui est un peu gênant pour... elles étaient trop grosses. Et en fait, quelle a été la grosse avancée à la fin des années 80, début des années 90? C'est Los Alamos qui a eu une idée géniale, c'est de faire des électrodes volumiques. C'est-à-dire qu'initialement, on prenait le film de polymère et on déposait du platine dessus. Et du coup, là, c'était pas 10 mètres carrés qu'il fallait, c'était 1000 mètres carrés de membrane pour avoir beaucoup de puissance. L'idée qu'ils ont eue, c'est d'utiliser des nanoparticules, typiquement du platine en nanoparticules de 2 à 3 nanomètres, déposées sur du carbone, pour être conducteur électronique, et puis ça donne des choses comme ça, c'est-à-dire du carbone qui percole, qui permet de récupérer le courant, et des nanoparticules de platine pour avoir une activité catalytique. Et ils sont arrivés comme ça à augmenter ce qu'on appelle le facteur de rugosité d'un facteur plus que 400, c'est-à-dire qu'avoir 400 fois plus de puissance par centimètre carré, et là on rentrait, du coup maintenant ça devenait utilisable. Alors en fait, après, il ne s'est pas passé grand-chose pour les chercheurs, c'est plutôt de la techno, puisque les grandes avancées des années 2000-2010, ça a été de remplacer une membrane de 200 microns par une membrane de 50 microns. La résistance de votre système, c'est la résistance de la membrane, vous divisez par 4 l'épaisseur, vous gagnez un facteur 4 sur la résistance, donc ça marche à peu près. Sauf qu'après, du coup, les membranes deviennent fragiles. 50 microns pour un film de polymère, ça devient un peu compliqué. Ils ont changé le type de polymère pour avoir des polymères plus stables et plus performants. Et puis après, les concurrents de Dupont, ils se sont mis aussi. Donc les concurrents de Dupont, c'est Solvay, c'est 3M. En plus, 3M, c'est bien faire des films minces. Donc eux ont fabriqué des membranes. Maintenant, elles font de l'ordre de 25 microns. Et puis, autre chose, ils ont travaillé, je vous parlais des électrodes volumiques, ils ont travaillé sur l'optimisation des électrodes, les procédés pour avoir de meilleures performances. Et puis après, autre avancée technologique, c'est le système. Par exemple, au lieu d'avoir des plaques faites à la machine, on est passé à des systèmes de tôle emboutie pour diminuer l'épaisseur. Avec tout ça, la pile rentre dans la voiture. Et je vous montre quelques exemples de voitures. Alors la plus ancienne qui a été faite, c'était par une société canadienne Ballard, mais avec Daimler, donc une Mercedes classe A. Donc et là, vous n'avez pas que la pile, vous avez tout le système dans la voiture. Après, il y a nos amis japonais qui se sont mis dans la course, donc Toyota et Nissan. Donc là, je vous montre la voiture Nissan. Celle-là, j'ai eu la chance de la conduire en plus, c'est assez amusant. Je pensais qu'en fait, on n'entendait que le bruit de la climatisation dedans. Et donc, la pile à combustible est dans le plancher. Il y a une batterie à l'arrière pour le démarrage. Le réservoir d'hydrogène, 350 bars sous le siège arrière. Ça, c'est pour les passagers. L'électronique. Et puis, devant, en fait, tout ça, c'est le refroidisseur. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme tout le monde a entendu parler, la blague sur la fusion thermonucléaire qui reculait de 5 ans tous les 5 ans l'échéance. Alors c'était pareil pour les piles à combustible. Et puis depuis quelques années, on est passé de 2020 à 2015. C'est-à-dire que ça veut dire que les constructeurs y croient vraiment, l'Europe aussi. Ils envisagent qu'entre 2015 et 2020, il y ait 500 000 véhicules qui circulent. Et l'Allemagne est en train de s'équiper complètement d'un réseau d'hydrogène pour couvrir tout le territoire. Alors les Français, ils ne sont pas en reste. Donc je vous ai dit, le CEA avec Peugeot a fait une voiture à pile à combustible, elle est plus jolie en plus. Donc il a commencé par une 207, puis après c'est arrivé une 307 coupée. Vous pouvez voir souvent, elle est présentée dans des salons. Et avec des performances qui sont assez extraordinaires, puisque autonomie de 350 km, une vitesse de 130 km/h, une consommation inférieure au kilo d'hydrogène pour 100 km, donc c'est vraiment, ça marche. Sauf qu'elle est peut-être un peu chère. La pile vaut 500 000 € aujourd'hui.
Alors, comme les voitures, c'est un peu cher et que ça a du mal, l'Europe fonctionne. Enfin, et d'ailleurs, tout le monde développe plutôt des bus, hein, puisque ce qui marche pour les voitures, ça peut marcher pour des bus. Et le prix de la pile par rapport au prix du bus, du coup. Mais ça marche. Ils s'en déploient un peu partout, sauf en France. Et donc, je vais vous parler maintenant des membranes pour piles. Alors, puisque c'est le cœur de la pile. Donc, je reviens au concept de la pile. Hein. Le concept de la pile est tout bête. Hein. Vous avez une membrane, un polymère au milieu, 2 électrodes à base de platine et de carbone. Et donc, le principe, c'est on envoie de l'oxygène, en fait, de l'air, et de l'hydrogène, et on fabrique de l'eau. Donc, c'est assez propre. Et la membrane a 2 missions. La première mission, c'est de faire la conduction protonique pour que les protons produits à l'anode puissent passer à la cathode. Donc la conduction protonique et puis séparation des gaz pour éviter que ça explose. Parce que l'hydrogène plus oxygène sur platine, c'est pas très bon. Le problème, c'est que pour gagner en résistance, je vous ai dit, on a diminué l'épaisseur. Quand on diminue l'épaisseur, la membrane devient de moins en moins une barrière au gaz. Alors, donc la membrane de référence, c'est le Nafion, ça date des années 70, comme je l'ai dit, et en fait, on n'a jamais fait mieux. Par contre, tout le monde dit que c'est pas bon. Alors pourquoi c'est pas bon ? Premier problème qu'on a avec le Nafion, c'est la température de fonctionnement. Pour avoir une bonne conductivité, la membrane doit être gonflée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir de l'eau dans le système. Ça veut dire qu'on ne peut pas travailler au-dessus de 80 degrés. En plus, la membrane, ces polymères se ramollissent aux environs de 100 degrés. Or, on aimerait bien passer à 120 pour éliminer la chaleur, pour résoudre les problèmes aussi. Comme on ne va pas interdire aux voitures normales de rouler quand il y aura une pile à combustible, s'il y a du CO, le CO sur le platine, ça empoisonne le catalyseur. Et à 80 degrés, c'est une vraie calamité. Alors que si vous passez à 120 degrés, vous pouvez tolérer 2% de CO dans le gaz. Donc c'est une des raisons pour monter la température. Diminuer les coûts, le Nafion est assez cher. Un film de Nafion, à l'heure actuelle, c'est plusieurs centaines d'euros le mètre carré. Donc, ça veut dire que s'il en faut 10 mètres carrés dans la voiture, le prix du Nafion dépasse le prix de la voiture qu'on aimerait. On souhaiterait augmenter les performances, évidemment, et puis aussi la durée de vie. Donc, du coup, il faut trouver une nouvelle membrane. Mais alors, le problème, c'est que le Nafion marche bien et les gens veulent savoir pourquoi. Donc, je reviens à mon Nafion. En fait, ces membranes, c'est en fait ce qu'on appelle un ionomère, c'est-à-dire un polymère hydrophobe, et dans le cas du Nafion, très hydrophobe, puisque c'est du téflon, et puis dans lequel il y a des groupes ioniques. Donc des groupes échangeurs, généralement c'est des groupes sulfoniques, parce que c'est celui qui est le plus acide. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand vous mettez des choses très hydrophiles dans un polymère très hydrophobe, il y a une séparation de phase. Et depuis très longtemps, on sait que cette séparation de phase, elle est à l'échelle nanométrique, et ça donne une structure pas très définie, mais que l'on observe dans ce qu'on appelle la diffusion aux petits angles, j'y reviendrai après. Et le but, c'était de comprendre comment cette séparation de phase se fait pour avoir la meilleure conduction possible. Et du coup, depuis 30 ans, tout le monde essaye de comprendre cette structure. Alors avec un seul pic, c'est pas très simple. Et donc, on arrivait à proposer des modèles assez complexes. Alors, si vous voulez pas faire des manips parce que ça coûte cher, vous pouvez faire de la modélisation. Donc, vous mettez tous vos atomes dans une boîte, vous calculez, et puis à un moment, vous sortez des choses qui ressemblent aussi, c'est-à-dire qu'il y a une séparation de phase. Mais ceci dit, on le voit aussi, c'est pas encore tout à fait au point parce que ou les modèles sont faux ou les expériences sont fausses, mais il y a un petit problème entre les deux. Donc des modèles, en 30 ans, il y en a eu des kilos, je vous en présente que quelques-uns là. C'est les gens, alors ils sont tous faux. En particulier, le plus faux, c'est quand même le premier qui a été proposé, parce que ce qu'on veut, c'est de la conduction. Si on veut que dans du téflon, les protons traversent. Alors avec des systèmes de billes isolées, ça ne pouvait pas franchement marcher. Mais il y a eu plein de modèles, et même des très récents. Hein. Et en fait, tout est basé sur, donc je vous le disais, des manips de diffusion aux petits angles. Alors, le principe de la diffusion aux petits angles, c'est comme toutes les manips de diffusion de rayons X ou de neutrons. En particulier, là, ça doit être un spectromètre de neutrons. Donc, vous avez un collimateur, etc. Vous envoyez votre échantillon. Et le but de la diffusion aux petits angles, c'est de mettre le détecteur le plus loin possible de l'échantillon
pour que, suivant la loi de Bragg, avec des petits angles, on a des petits vecteurs de diffusion, et petits vecteurs de diffusion veut dire grande distance, donc pour analyser donc des grandes distances. Là, c'est le spectromètre PAC-C du LLB. Alors, on a fait des manips là où tout le monde regardait ce fameux pic depuis 20 ans. Nous, on est passé au synchrotron, ça marche aux rayons X et aux neutrons, et on a un peu agrandi la gamme angulaire, même beaucoup, puisqu'on va de l'angstrom au micron. Et donc, normalement, ce spectre-là, c'est l'image de la structure. Bon, le problème, c'est que c'est dans le réseau dans l'espace réciproque, et que Alors, on a vu qu'il y avait quand même plus d'informations, en particulier, il y a un deuxième ordre ici du pic que personne n'avait vu. Bon, là, il se passe des choses. Et en analysant ça, on arrivait à faire un modèle de structure qui tient à peu près la route. Alors, je vous montre ce qui se passe. Je vous disais qu'il fallait de l'eau dans ces membranes pour que ça conduise. Donc, quand on prend les spectres, là, c'est des spectres neutrons faits à l'ILL. En fait, le fameux pic, on s'aperçoit, je vous le montre parce que, en fait, plus on augmente la teneur en eau, plus la structure évolue. En fait, les membranes gonflent. Voilà, donc... Et alors, ce qu'on était arrivé à voir, c'est que ce pic, il varie en fonction de la teneur en eau, selon deux lois. Une loi pour les faibles teneurs en eau, qui est une pente 1. Et typiquement, ça, en diffusion, ça veut dire qu'on a une structure qui serait lamellaire. Et puis, quand il y a beaucoup d'eau, on serait plutôt dans des pentes 1,5. Et ça c'est typique d'objets allongés. Un objet allongé avec localement lamellaire, c'est pour ça qu'on est arrivé à cette idée que c'était des rubans de polymère, et qui est le modèle qui marche le mieux maintenant pour expliquer tous les problèmes. Alors bon, la structure, c'est amusant, mais le problème, ce qui vous intéresse, c'est les performances. Et les performances, le problème, c'est que la structure, elle est multi-échelle. Et pour les performances, ce qui compte, c'est aussi les propriétés. Bon, pour les technologues, c'est les propriétés macroscopiques. Mais du coup, pour comprendre un peu ce qui se passe, il faut étudier ça sur différentes gammes de taille et de temps, avec différentes techniques. Donc, je vais peut-être en donner quelques exemples. Mais donc, de l'échelle moléculaire jusqu'à l'échelle macroscopique, on passe par des techniques dont il y a les sigles ici, qui sont toutes les microscopies, les diffusions, la RMN un peu plus ou moins sophistiquée, je vais y revenir. Par contre, la plupart des gens, ils corrèlent la structure locale à des propriétés, genre conductivité, qui sont des propriétés macroscopiques, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts d'arriver à trouver pourquoi ça marche. Alors, une des techniques qui est très utilisée, en tout cas par nous, c'est la diffusion quasi-élastique des neutrons. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais typiquement, la diffusion quasi-élastique des neutrons, elle peut se faire au laboratoire Léon Brillouin, ici, sur le spectromètre mi-bémol, ou à l'ILL. Vous envoyez votre faisceau de neutrons par pulse et vous enregistrez en fonction de la diffusion non seulement ce qui diffuse à un angle donné, mais aussi les transferts d'énergie. Et vous obtenez des spectres qui à un angle donné ont cette tête-là. Et le problème, c'est d'analyser. Alors pourquoi on utilise cette technique ? C'est que la diffusion, ce que vous mesurez là, c'est la diffusion sur de la taille d'une molécule, de l'angstrom, et pendant des temps qui sont quelques centaines de picosecondes, ce qui fait que c'est exactement ce que les gens calculent avec des modèles, de la modélisation type molecular dynamique moléculaire. Alors le problème, c'est que ce spectre, il faut l'analyser, donc on peut développer des modèles. Typiquement, on a développé un modèle en disant que les molécules d'eau bougent localement sur place comme dans de l'eau, et puis de temps en temps, elles vont un peu plus loin. Alors c'est simple à dessiner, c'est plus simple, plus difficile à calculer, et ça marche, on peut simuler toutes les données, on a des milliers et des milliers de données, et ça marche, et on peut comprendre. Autres techniques qui sont utilisables dans ces systèmes, c'est ce qu'on appelle la relaxométrie RMN. Alors c'est une technique un peu compliquée et très peu utilisée. En fait, c'est de mesurer les temps de relaxation en résonance magnétique en fonction du champ magnétique. Typiquement, ici, vous êtes au champ magnétique terrestre, et là, c'est les spectromètres, vous pouvez aller à plusieurs centaines de mégahertz. Et si vous mettez de l'eau dans ce genre d'appareil, ce que vous observez, c'est que ça dépend pas la relaxation ne dépend pas de la fréquence du champ. Alors que et là on s'aperçoit que dans le cas de membranes type Nafion, on a des effets en fonction de la teneur en eau, mais
qu'on n'a pas beaucoup de différence. Alors que si on met une membrane autre, des membranes qui marchent beaucoup moins bien, eh bien en fait, c'est des échelles, hein, donc on a d'énormes différences, et qui fait, en fait, ça vient du fait, et c'est pour ça que le Nafion marche bien, c'est que c'est du téflon, donc l'eau n'aime pas le téflon, donc elle interagit peu, donc il y a peu de relaxation, alors que dans des polymères type polyimide, il y a énormément d'interactions, et du coup l'eau relaxe, et elle interagit avec le polymère au lieu de servir à la conduction. Autre technique très utilisée par beaucoup de gens, parce que c'est facile, c'est disponible sur tous les spectromètres RMN, c'est la RMN à gradient de champ pulsé. Alors ici, je crois que c'est la semaine prochaine, il y a Neurospin là, qui va être inauguré, où on va faire des grands aimants pour mesurer ce genre de propriétés. Mais disons que le principe est assez simple, en fait. On met des gradients de champ et on regarde diffuser l'eau. Et quand l'eau diffuse, du coup, elle ne voit pas le même champ partout. Et donc, ça atténue le faisceau. Et plus l'eau diffuse vite, plus le signal est atténué. Et on s'en sert pour mesurer des coefficients de diffusion. Alors, je vais vous montrer ça pour une chose. C'est qu'en fonction de la teneur en eau, on voit que le coefficient de diffusion de l'eau dans les membranes, il varie. Alors, c'est marrant, c'est linéaire, mais ça, on ne sait pas trop pourquoi. Mais ça varie quand même beaucoup. Et comme la conduction du proton, elle est liée à la diffusion de l'eau, vous apercevez que dans votre pile, vous voulez qu'il y ait beaucoup d'eau. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler à très haute température. Mais donc, le problème est qu'il faut travailler avec le maximum d'eau possible, mais pas noyer la pile non plus. Donc ça, c'est le problème des technologues, et je vais y venir, c'est la gestion de l'eau dans ces systèmes. Donc vous voulez beaucoup d'eau, mais pas noyer le système. Alors en fait, déjà, les premiers problèmes qu'on a eus, c'était de comprendre comment ça marche l'eau, pas comment elle est dans la membrane, mais comment elle rentre et comment elle sort, c'est-à-dire les problèmes de cinétique. Alors ça, c'est les manips que nous avons fait au LLB. On a mis une membrane en présence au-dessus d'un réservoir d'eau, et puis ça, c'était les manips les plus intéressantes que j'ai fait, parce qu'on vous posez votre membrane et vous revenez le lendemain. Vous enregistrez un spectre tous les quarts d'heure, et ça marche tout seul, c'est rare. Et en fait, on s'aperçoit que la membrane gonfle, et vous voyez peut-être pas, mais les derniers specs, c'est 37 heures. C'est-à-dire que c'est des cinétiques extrêmement lentes. Alors, on n'imagine pas dans une voiture attendre 37 heures quand on démarre pour que le système gonfle. Et en fait, ça ne se produit pas. On sait que ça ne se produit pas parce que les gens qui vont faire fonctionner des piles, ils savent que les piles répondent extraordinairement vite. C'est assez délirant, mais vous démarrez en 2 secondes ou 3 secondes, vous passez d'une faible puissance à une forte puissance. Donc du coup, on ne comprenait pas. Et du coup, j'ai fait une autre manip. J'ai mis de l'eau liquide au lieu de mettre de la vapeur. Et là, donc, il ne se passe rien parce que j'avais rien mis. À un moment, je mets de l'eau et le spectre suivant, c'était fini. C'est-à-dire que quand vous mettez de l'eau liquide, là, ça met 40 heures à gonfler en vapeur. Et dans l'eau liquide, ça met moins d'1 minute. Alors en fait, on a refait les manips, ça c'était au LLB, on les a faites à l'ILL pour avoir plus de flux, pour pouvoir regarder ce qui se passait pendant 7 minutes. Et en fait, ça met 4 à 5 secondes à gonfler. Enfin, au moins à gonfler, après ça met beaucoup plus de temps à arriver à l'équilibre. Donc on a analysé un peu ces données, je ne rentre pas dans les détails, mais en fait ce qu'on a vu, là en gros c'est à partir de traitement des données, on a pu tirer les profils au travers d'une membrane de 100 microns. C'est la teneur en eau en fonction de l'épaisseur, et on voit qu'en fonction du temps, en fait, si vous avez de l'eau qui diffuse dans un système, vous attendez à avoir un front qui avance à travers la membrane, et en fait là pas du tout. C'est le niveau qui monte. Donc en fait, ça montrait que dans ces manips-là, ce qui posait un problème, c'est que l'eau a du mal à rentrer dans la membrane. Une fois qu'elle est dedans, elle diffuse extrêmement vite. C'est ce que ça montrait. Et donc ça explique que ça marche bien et que quand on met de l'eau liquide, du coup, ça rentre plus facilement et ça va plus vite. Un autre problème des piles à combustible, vous n'avez peut-être pas pensé, mais c'est que vous n'allez pas rouler que l'été. Vous avez envie de démarrer l'hiver quand il gèle, par exemple. Et du coup, le problème se posait, je vous ai dit qu'il y a plein d'eau dans la membrane, et qu'est-ce qui se passe quand on est en température en dessous de 0 ? Et en fait, pendant 20 ans, les gens ont raconté un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'il y avait différents types d'eau dans la membrane. Il y avait de l'eau fortement liée, de l'eau faiblement liée, de l'eau qui cristallise, de l'eau qui ne cristallise pas. Il y a un gros avantage à dire ça, c'est que plus vous avez de type d'eau,
après, vous pouvez prendre toutes les manips parce que vous expliquez toutes les manips en jouant juste sur les quantités, enfin, vous débrouillez. Mais en fait, ça ne marche pas du tout parce que je vous ai dit que les échelles dans ces systèmes, c'est nanométrique. Alors, faire geler de l'eau à l'échelle nanométrique, ça commence à être compliqué. 2, vous avez quand même 20 molaires d'acide, puisque là où il y a l'eau, vous avez 2 nanomètres, mais avec 20 molaires de SO3H. Donc, essayez de mettre de l'acide sulfurique dans votre congélateur, vous allez voir si ça gèle. Et alors, en fait, les gens ne comprenaient pas parce qu'on voit, quand on fait de la DSC, on voit de la glace apparaître. Et en fait, on a fait des manips au synchrotron à l'ESRF sur une ligne microfocus avec un faisceau qui fait 1 micron de taille. Et en fait, l'idée, c'était on a mis dans un capillaire la membrane, et puis on a mis de l'eau, et puis on a baissé la température jusqu'à moins 70. Et donc, avec un tout petit faisceau, on peut regarder, scanner dans l'épaisseur. Et là, c'était une électrode, puisqu'on voit ici le platine, et puis ça, c'est la membrane. Et en fait, on a regardé ce qui se passait quand elle gelait. Et en fait, quand on regarde dans la membrane, c'est les spectres ici, il n'y a absolument pas de glace. Les quelques cristaux, en fait, ils sont sur le capillaire autour. Par contre, toute la glace, on la voit, elle est exactement à l'interface. C'est-à-dire que l'eau dessorbe de la membrane et gèle à l'interface. C'est-à-dire qu'elle est liquide dans la membrane. Quand on baisse la température, elle dessorbe, et quand elle voit qu'il fait froid dehors, elle gèle. Mon problème, c'est qu'elle gèle dans mes électrodes, c'est-à-dire que quand on fait des cristaux de glace dans des électrodes, ça les abîme beaucoup. Et donc, on a essayé de comprendre ça. Alors, on a fait des manips RMN pour mesurer les quantités d'eau désorbée en fonction de la teneur initiale, etc. Et en fait, on s'est aperçu que c'était connu depuis 50 ans, en fait, c'est bêtement que l'humidité relative au-dessus de la glace, elle n'est pas la même que l'humidité relative au-dessus de l'eau. Elle est plus faible. Et en fait, ce que vous mesurez, la désorption, en fait, si on fait ce qu'on appelle un isotherme de sorption, c'est-à-dire que ça, c'est l'eau que sorbe la membrane en fonction de l'humidité. Si on reporte les points où désorbe, en fait, la membrane voit que c'est comme si c'était plus sec et du coup, elle désorbe. Parce que l'eau est liquide dans la membrane et qu'elle est glace à l'extérieur. Alors vous avez tous vu ça, je n'avais même pas réalisé, vous avez tous mis un jour de la viande dans un sac congélation dans votre congélateur, vous mettez de la viande et à la fin il y a plein de glace dans le sac congélation. C'est le même concept, c'est l'eau qui sort de la viande et qui gèle à l'extérieur. Alors gestion de l'eau dans les piles, là je vais vous parler des membranes, mais en fait dans les piles c'est encore plus compliqué et en fait c'est un problème qui occupe tout le monde depuis des années. Alors pourquoi ? Ça, c'est l'épaisseur de la membrane. Donc, je vous ai dit, on envoie de l'hydrogène, de l'autre côté de l'oxygène, on fabrique de l'eau. Alors déjà, c'est bien, on veut qu'il y ait de l'eau dans la pile, on en fabrique, donc ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que si on en fait trop, ça noie. Et puis, il y a un autre problème qui embête tout le monde, c'est donc que mon proton, il traverse la membrane, mais quand on dessine un H+, évidemment, c'est complètement illusoire. Dans un système avec de l'eau, c'est pas H+, c'est H3O+. C'est-à-dire qu'on pense bien que, en gros, si le proton il se déplace, il va emmener de l'eau avec lui. Donc du coup, je produis de l'eau ici, j'en amène, et ici, j'en manque. Sur 200 microns, je peux avoir un côté qui est quasiment sec, alors que l'autre est complètement noyé. Donc, ça, c'est le problème de la compétition entre l'électro-osmose et ça me crée un profil. Un profil dit que j'ai de la diffusion, puisque si j'ai un profil de concentration, il y a de la diffusion. Et donc, j'ai un problème à gérer. Mais ça, c'est dans un point de la membrane. Le problème, c'est si je regarde la surface qui fonctionne, comme vous n'allez pas envoyer du gaz humidifié dans votre pile, parce que sinon, il faudrait mettre plus d'eau il faudrait faire tous les 10 km le plein d'eau en plus d'hydrogène. Vous allez envoyer par exemple de l'air, et l'air il est généralement à 50% d'humidité, ce qui fait que quand vous le rentrez dans la pile, il va sécher la membrane là où il rentre, puis après vous produisez de l'eau, et puis il va se charger, donc en gros à l'entrée vous êtes sec, à la sortie vous êtes noyé. Ça sur la surface. Alors pour les technologues c'est une catastrophe, et c'est le problème de la gestion de l'eau. Tout le monde essaye de voir comment on peut étudier ça, donc je reviens sur quelques techniques pour étudier ça. Par exemple, il y a la radiographie neutronographie. Ça, c'est ce qu'utilisent beaucoup nos amis américains ou NIST. Ou alors l'imagerie par résonance magnétique. Alors, c'est des techniques qui marchent assez bien parce que c'est très sensible à voir de l'eau. Et typiquement, quand vous avez une pile, je vous disais que le bas était noyé, on le voit.
Le problème, c'est que ça fait rigoler tout le monde parce qu'en fait, quand la pile est noyée, la pile ne fonctionne plus. Il n'y a pas besoin d'aller faire des neutrons ou de l'air amène pour voir qu'il y a plein d'eau dedans. D'ailleurs, en sortie, c'est de l'eau liquide qui coule. Par contre, ce qui intéresse, c'est de savoir ce qui se passe dans la membrane, et les résolutions, c'est pas extraordinaire. Du coup, on n'a pas vraiment l'info. En plus, aller mettre une pile à combustible dans un spectromètre RMN, ça pose un petit problème. Il ne faut pas de composés magnétiques. Enfin, il faut faire des trucs bizarres. Ou que ce soit transparent en neutrons, ça posait des problèmes. Alors nous, on a développé une autre technique qui est un peu compliquée, mais pour regarder in situ, c'est la spectroscopie Raman confocale. C'est-à-dire que si vous faites un spectre Raman d'une membrane qui contient de l'eau, vous avez la chance qu'il y a un pic de l'eau, il y a un pic du polymère. Le rapport des deux, ça vous dit combien il y a d'eau dans le polymère, donc on peut utiliser ça. Et avec de la microscopie confocale, on peut analyser dans l'épaisseur et par exemple, dans une pile qui fonctionne, tirer des profils au travers d'une membrane qui fait 100 microns, là, avec une relativement bonne résolution. Le problème de cette technique, qui est l'avantage, ça se fait dans un labo, c'est que c'est une technique optique. Or, les électrodes, je vous ai dit que c'était du carbone. Le carbone, c'est noir. Et donc, ça veut dire que là où vous regardez avec votre spectromètre Raman, il faut retirer l'électrode. Du coup, vous vous demandez si ce que vous regardez, c'est vraiment ce que vous voulez voir, puisque si vous regardez comment ça marche là où vous n'avez plus d'électrode, même si les faisceaux sont tout petits. Alors, on a développé une autre technique qui est d'utiliser la diffusion aux petits angles. Et en fait, on a fait énormément de manips au cours des années au LLB. On a amélioré le concept. Alors, le concept est tout bête, c'est qu'au neutron, on est très sensible à l'eau. Ça, c'est un gros avantage. Qu'en plus, enfin, à l'eau, au proton. Et que dans mon problème, les seuls protons que j'ai, c'est l'eau. Puisque la membrane, elle est perfluorée, les électrodes, c'est du carbone. Enfin, donc, du coup, je les vois bien. Donc, on a fabriqué une pile qui est transparente aux neutrons. C'est pas de l'or, hein, c'est juste doré. Elle est en aluminium, parce que l'aluminium, c'est bien traversé. On a mis de l'or dessus, c'est pour qu'elle ne soit pas attaquée par l'eau pure et pas attaquée par le polymère qui est un acide. Et donc, cette pile, c'est une pile classique avec un canal. Et on a pu analyser différentes positions, et je vous montre juste quelques résultats. C'est en cours de fonctionnement dans ces conditions-là, c'est-à-dire en température, en pression. On arrivait à montrer que en entrée, en haut, la pile elle est quasiment sèche, ce que je vous disais avant, et qu'en sortie, on est quasiment noyé, quoi. Et avec une technique, on peut même tirer un profil en fonction des différentes conditions. Donc on a amélioré depuis la technique, parce qu'en fait, ça c'est tout faux. Et c'est tout faux parce que on se posait des questions, c'est que ces marches n'étaient pas très physiquement acceptables quand on y regarde de près. Et en fait, ça vient du fait que la taille du faisceau était trop grande et qu'on regardait ce qui se passait entre les dents et les canaux. Et probablement, il y a une différence. Donc depuis, on a refait des manips qui montrent qu'il y a une différence entre les dents et les canaux. On l'a fait aussi et à l'ILL, on a pu le vérifier. Alors, autre problème des piles à combustible, quand même, c'est la durée de vie. Parce que si la pile coûte très cher, on en préférerait ne pas en changer tous les 15 jours. Et, surtout que, en plus, il y a la pile, il y a les électrodes, etc. Alors, les problèmes de dégradation, je ne rentrerai pas dans les détails, mais ils sont énormes dans ces problèmes. On commence à avoir on a différents types de dégradation. D'abord, une dégradation chimique. Vous mettez de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'eau, vous chauffez comme une brute. C'est pas très bon pour le système. Une dégradation physique. La membrane gonfle. Et là, je vous montre un exemple. On a mis entre des dents et des canaux une membrane et puis on lui a fait subir des cycles gonflement-dégonflement et on voit bien qu'elle n'a pas apprécié du tout le traitement. Donc du coup, elle a fini par casser, s'affiner, casser. Électrochimique, on fait quand même de l'électrochimie, donc ça crée des radicaux, des choses... Au lieu de faire de l'eau, par exemple, une des causes de dégradation, c'est quand la réaction se fait mal, on fait de l'eau oxygénée au lieu de faire de l'eau. Et l'eau oxygénée, c'est très oxydant, les polymères, ils détestent ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on utilisera probablement toujours du platine dans les piles, parce que les autres catalyseurs, ils font plus d'oxygéné que d'eau, et ça, c'est pas très bon. Voilà, donc on travaille à développer avec les gens de la DRT, faire des tests, c'est long, etc. On étudie la dégradation. Alors je vais quand même dire quelques mots, je ne sais pas si je suis dans les temps, je vais accélérer.
quand même, donc je vous ai dit, le Nafion voudrait le remplacer. Alors, les gens, il y a des milliers de publications. Tout le monde a fait des membranes very promising, comme on dit toujours dans les... Et ça, c'est juste des exemples de polymères sur lesquels nous, on a travaillé. Et c'est même ceux qu'on a brevetés. Alors, on l'a breveté, on a abandonné le truc. Depuis, les Japonais, ils ont rebreveté et puis ils ont beaucoup travaillé dessus, mais ça ne marchera jamais. Pourquoi? Parce que ces polymères-là s'hydrolysent. Alors, comme il y a de l'eau et qu'on chauffe, c'est pas très bon. Mais enfin, en gros, tous ces polymères, ils marchent moins bien que le Nafion et en plus, ils sont moins stables. Ils ont juste l'avantage d'être moins chers, mais ça ne suffit pas. Alors, comment ils font ces polymères? D'abord, je vous le disais, donc, une des techniques qui est utilisée pendant longtemps, c'est de prendre un polymère, de le mettre dans de l'acide sulfurique et puis ça fait un polymère sulfoné. Le problème, c'est que ça ne marche pas parce que, en gros, pour faire 1 kilo de polymère sulfoné, vous allez faire des centaines de litres de déchets et puis vous ne contrôlez rien. Et du coup, on est passé à la synthèse de polymères. Après, une fois que vous avez fait votre polymère, et ça, toutes les propriétés dépendent de la synthèse, après, vous avez la mise en forme, parce que vous voulez des films. Donc, il y a 2 techniques. La première, c'est la coulée-évaporation, c'est-à-dire vous mettez une solution et puis vous faites évaporer. Il y a des machines qui peuvent faire ça. Il y a des gens qui font des très beaux films. Ça, c'est nos collègues du RIPO à Tours. Ou alors l'extrusion. Mais pour des films très minces, l'extrusion, ça devient compliqué. Alors, nouvelle membrane, comment on peut remplacer le Nafion? Je vous dis, les autres polymères, en général, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas arrivé au bout de 30 ans à trouver un polymère qui soit mieux que le Nafion. Donc l'idée, on dit, c'est simple, au lieu d'en prendre un, on va en prendre 2, on va faire des choses un peu mélangées. Par exemple, une des idées, c'est de dire, pour qu'il y ait les problèmes de gonflement, c'est de dire on va utiliser des matériaux inorganiques. Sauf que les matériaux inorganiques, comme il ne faut pas que ce soit cassant, donc on va le mettre dans un polymère. Et donc du coup, soit mettre des particules inorganiques dans un polymère, soit faire des choses plus compliquées sur lesquelles on travaille à l'heure actuelle, c'est de faire des structures mésoporeuses organisées. Alors sur le papier, ça marche bien. Pour le moment, les performances ne sont pas tout à fait là. Autre solution sur lesquelles on travaille, on a un projet avec le Liten. On s'est dit, puisqu'on ne peut pas avoir tout dans un polymère, on va en mettre 2, sauf que il faudrait qu'il soit interpénétré. Donc l'idée, c'est de dire on prend un réseau qui assure les propriétés mécaniques et puis un réseau qui va assurer les propriétés de conduction. On fait un système de réseau interpénétré, c'est-à-dire co-réticulé, pour éviter que ça se sépare. Et puis on espère faire des membranes. Alors ça marche, on est arrivé à faire des membranes. Je vous disais qu'avec le Nafion, on était à 1 ampère, 0,7 volts. Là, on voit qu'on n'est pas tout à fait. Mais bon, c'est des projets qui démarrent, donc on peut espérer améliorer. Et puis, je travaille avec mes collègues ici, là, du LSI, à Iramis. Eux, leur idée, elle est assez amusante, c'est pour ça que je le montre. C'était de dire, on va irradier un polymère avec des ions lourds à Gagny, là, au grand accélérateur d'ions lourds. Et puis, ça fait des traces. Dans les traces, on greffe, on sulfone. Et donc, ça donne ce genre de structure. Et du coup, on peut faire une membrane. Et puis, si on fait des canaux de conduction, au moins, ça va marcher, puisque c'est ce qu'on cherche dans le bon sens. Alors, ça marche aussi. Le problème, aujourd'hui, c'est que le polymère qui greffe à l'intérieur, c'est du polystyrène qui n'est pas forcément très stable. Mais ça peut s'améliorer, probablement. Alors, je vais finir sur les électrodes. Je vous ai parlé des membranes. Je vais vous parler des électrodes et d'un travail qu'on fait avec Nissan depuis 2 ans. En fait, on a tellement réduit la taille des membranes que maintenant, les électrodes sont plus épaisses que la membrane. Donc, ça, c'est d'une part, c'est un des problèmes. Deuxième problème, c'est que dans les électrodes, il y a du platine. Et donc, il faut, quand ça marche, que le proton qui est produit sur le grain de platine, il puisse aller à travers l'électrode jusqu'à la membrane. Et donc, en fait, on met un petit film. Alors, c'est pas à l'échelle, parce que le film, il fait 5 nanomètres. C'est recouvert d'un film de 5 nanomètres de Nafion dans l'électrode pour assurer la conduction. D'où et on espère utiliser le maximum de platine, puisque le platine coûte un peu cher. Alors nous, on a travaillé en particulier au neutron. On a étudié ce film de polymère de 5 nanomètres. Et je vous montre les résultats. Ça, c'est les résultats de la structure en fonction de la teneur en eau pour une membrane. Et ça, c'est pour un film de 5 nanomètres. Et ce qui est magique, c'est qu'une membrane de 200 microns et un film de 5 nanomètres, ça a exactement la même structure. Et en fait, on a fait aussi des propriétés de transport. Ça a les mêmes propriétés de transport. Ça a beaucoup intéressé les gens qui font de la modélisation, des transferts de matière, parce qu'ils peuvent utiliser les mêmes paramètres. Ça, c'est génial. Ils le faisaient avant, mais au moins maintenant, on leur dit qu'ils ont raison.
Alors, autre problème, ça c'est l'ITEN qui travaille beaucoup là-dessus, je pense finir là-dessus, c'est quoi? C'est le platine, vous savez que ça coûte très cher, et que rien que le fait qu'on ait dit qu'on allait faire 500 000 véhicules, le prix du platine a doublé. C'est d'ailleurs pour ça que dans vos pots catalytiques, il y avait du platine, ils ont remplacé par du palladium, parce que les prix sont inversés. Donc du coup, il faut en mettre... Alors la question c'est, on le remplace. Le problème c'est que personne ne sait faire un catalyseur qui marche aussi bien que le platine, donc ça c'est un problème. Puis l'autre idée, c'est comme à la DRT, c'est-à-dire recherche technologique, ils se sont dit, le peu qu'on met, on veut qu'il travaille bien. Donc du coup, ils travaillent sur la distribution dans l'électrode, c'est-à-dire optimiser, c'est-à-dire en mettre juste ce qu'il faut, comme il faut pour que ça marche bien, ça c'est en travaillant sur la composition et les méthodes de fabrication des électrodes. Une autre idée, c'est de dire, si en fait dans mes particules, je mettais, au lieu de mettre du platine, comme il n'y a que la surface qui travaille, je vais faire un alliage platine-cobalt, platine-nickel, platine ce qu'on veut. Une part, d'un point de vue catalyse, ça marche mieux, et en plus, l'avantage c'est que du coup, ça coûte beaucoup moins cher. L'ennui, c'est que je vous ai dit que je mettais ça dans mon polymère, et mon polymère, c'est un superacide. Aller me mettre du nickel ou du cobalt 5 minutes après, c'est bouffé. Le polymère bouffe l'autre métal. Donc, ça marche bien sur le papier. Mais... Après, ils essayent de faire aussi des membranes nanostructurées pour utiliser le mieux le platine et pour des problèmes de stabilité. Alors, je voulais juste finir sur ces électrodes. En fait, je vous ai dit qu'aucune membrane n'était aussi bonne que le Nafion. Et en fait, une des raisons, c'est que quand on fait un test en pile, c'est que 9 fois sur 10, il faut bien mettre des électrodes pour faire le test en pile. Et l'électrode qu'on met, elle a du Nafion. Alors, ça pose deux problèmes. C'est que, comme le Nafion les électrodes à base de Nafion sont optimisées pour la membrane Nafion, ils ne sont pas optimisés du tout pour les autres polymères. Et les contacts entre un polymère fluoré et un autre polymère, en général, c'est une catastrophe. Donc, en fait, ce qu'on mesure, c'est les résistances de contact. Du coup, il faudrait développer des électrodes spécifiques pour chaque polymère. Sauf que, comme on a mis 20 ans à le faire pour le Nafion, on n'a pas trop le temps. Donc ça, c'est un des vrais problèmes. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de polymères qui ont peut-être été mis à la poubelle alors qu'ils auraient peut-être pu marcher. Donc je vais conclure. La pile à combustible, c'est une vraie solution, mais il y a quand même quelques petits problèmes à résoudre. Alors, il faut de l'hydrogène. Ça, c'est l'œuf et la poule. On ne fait pas de réseau d'hydrogène s'il n'y a pas de véhicule à pile à combustible, et on n'aura pas de véhicule à pile à combustible s'il n'y a pas de réseau d'hydrogène. Si vous regardez sur Internet, ça vous amuse, vous regarderez la distribution des pompes à hydrogène. Alors, il y en a partout en Europe. En France, il n'y en a que 2, dont une à Grenoble. Et encore, moi, chez où elle est chez Air Liquide. C'est-à-dire qu'il faut que vous rentriez dans le centre Air Liquide. En fait, et l'autre, je crois, elle est du côté de Rouen ou quelque chose comme ça. Donc, il y a un problème. Alors, en fait, l'hydrogène, il y en a quand même, c'est beaucoup utilisé dans les aciéries, etc. Donc, c'est une vraie solution. Enfin, il y a plein de choses. Diminution des coûts, il faudra diminuer le coût. Alors, certainement, c'est le platine. On sait que dans le véhicule, le platine représentera la moitié du prix de la pile à combustible. Parce que plus vous allez faire de membrane, moins elles coûteront cher. Par contre, plus vous allez utiliser de platine, plus il va coûter cher. Donc, voilà. L'idée, c'est aussi de coupler des piles avec des batteries, parce qu'en fait, pour démarrer, il vaut mieux avoir une batterie qu'une pile à combustible, le temps que ça chauffe, etc. Donc, il faut travailler. Le problème de la gestion de l'eau, effectivement, et puis il prévoit donc une commercialisation bientôt, et donc il serait temps que les constructeurs arrêtent de vivre sur le dos de l'État qui finance les retraites. Enfin, c'est l'État, l'Europe qui finance à l'heure actuelle. Donc c'est un vrai choix politique et industriel. Et puis voilà. Et puis je suis allé à Bruxelles pour discuter de la roadmap jusqu'en 2050. Alors ils sont vachement forts à Bruxelles. Ils ont dit on veut commercialiser en 2020 500 000 véhicules. Donc forcément, pour qu'il y ait 500 000 véhicules en 2020, il faut construire des usines. Et puis avant de construire les usines, il faut faire. Et donc quand ils arrivaient à 2012, la recherche fondamentale n'existait plus. C'est-à-dire qu'ils partaient de la construction de l'usine, la recherche technologique, ils remontaient, et ils faisaient un projet jusqu'en 2050 sans qu'il y ait de recherche. Il faut résoudre plein de problèmes, mais sans faire de recherche. Ça, c'est... Voilà. Donc, ça, c'est mes collègues qui ont travaillé, et puis je vous remercie.
de votre attention. Merci pour ce superbe exposé sur un sujet qui est follement riche en physico-chimie, follement complexe, et qui, je pense, doit énormément stimuler les physico-chimistes de l'auditoire, les chimistes. Xavier Carnet. D'abord, je vous remercie d'avoir présenté les premières planches aussi, où vous avez parlé du pic pétrolier, parce qu'en général, les gens ne le font jamais. Donc, les personnes ici présentes ont appris que le pic pétrolier avait été atteint en 2005, donc toutes les prévisions de croissance énergétique à l'infini sont complètement fausses. Ce serait intéressant d'ailleurs que ces transparents, on puisse les avoir, quoi. Oui. Voilà. La deuxième chose aussi, c'est que finalement, d'après ces premières planches que vous avez mises, il nous reste peu de temps. C'est le temps qui nous manque. Donc, les seules technologies qui pourront être appliquées dans les véhicules, c'est celles qui sont déjà opérationnelles actuellement. Alors, l'une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de platine avec la technologie actuelle, avec ce qui est au point actuellement, pour faire, je sais pas, il faudrait faire combien de véhicules? Plusieurs centaines de millions, non? Alors, bon, après, c'est très polémique. On sait que le platine, le gros défaut du platine, il y a quand même à peu près un seul producteur au monde de platine, c'est l'Afrique du Sud. Donc déjà, ça pose un petit peu de problème, de dire qu'on fait une technologie qui dépend d'un seul pays. Par contre, tous les travaux que je vous ai présentés à la fin sur les électrodes, là, c'est une volonté, entre autres, du DITEN, donc la DRT, c'est des projets pour avoir les mêmes performances en divisant par 10 la quantité de platine. Et du coup, ils veulent arriver à avoir, et ils vont y arriver, on arrive à avoir les mêmes performances dans une pile de ce qu'il y avait comme platine dans un pot catalytique. Donc, du coup, ça pourrait passer. Alors, c'est pas si vrai parce que, évidemment, les performances, c'est des performances en labo, et quand on passe au véhicule, avec les problèmes de durée de vie, parce qu'un des problèmes qui se posent dans les piles, c'est, je vous ai parlé de la durée de vie, mais entre autres, on a un problème, c'est le platine. Le platine est censé être un métal noble, et en fait, il réagit un peu dans la pile. Et on le retrouve dans les membranes, d'ailleurs. Il se transforme en ion platine, PT2+, et il va dans les membranes. Donc du coup, un des objectifs, c'est pas seulement de réduire la quantité de platine, c'est aussi que ça marche pendant 10 ans. Parce que si on divise par 10 la quantité de platine, mais qu'en plus, en fonctionnant, on en perd, à un moment, les performances ne vont pas être bonnes. Or, les gens veulent des bonnes performances, ils veulent tout. J'ai vu aussi que maintenant, ils font des catalyseurs qui sont pas du platine. Je voulais savoir quelle est la durée de vie de ces catalyseurs. Un des problèmes, typiquement, il y a nos collègues de DSV, ils travaillent beaucoup là-dessus. Pour être honnête, il y a un problème qui se pose. C'est qu'en général, si vous regardez bien les publications, ils travaillent avec des hydrogénases et ils travaillent côté donc anode. Or, tout le problème de la pile à combustible d'un point de vue catalyse, c'est pas le côté hydrogène, c'est le côté oxygène. C'est-à-dire que de l'hydrogène sur du platine, ça marche tellement bien, vous pouvez diviser par 10, par 100 la quantité, c'est des réactions qui se passent. L'oxydation, côté oxygène, la réaction, là ça devient une catastrophe. Et là, personne n'a de vraie solution. L'autre problème, c'est que si vous mettez des choses autres que le platine, en général, c'est plus des réactions à 4 électrons, mais c'est des réactions à 2 électrons, c'est-à-dire qu'on fait de l'eau oxygénée. Et évidemment, si vous faites de l'eau oxygénée à 80 degrés, elle se décompose quasiment instantanément, et elle va aller vous boulotter votre catalyseur, quoi. C'est pas très bon. Alors, les systèmes bio-inspirés, il y a des idées derrière, mais il faut faire attention après quand on le survend, parce que voilà, les enzymes, on sait que si elles produisent, à un moment, elles s'autorégulent. Alors, et si vous commencez à casser leur autorégulation, après, ça ne marche plus forcément très bien. Oui. Allez-y. Vous avez donc illustré votre propos avec plusieurs
l'évocation de plusieurs projets avec des industriels. Et c'est vrai qu'on est tous en ce moment sensibilisés à la question de la réindustrialisation de la France, etc. Et j'ai pas compris, j'ai senti que dans les exemples français, on n'était pas. Alors il n'y a pas de pompe. Il y a une pile chez Peugeot, mais qui est beaucoup trop chère, alors qu'à côté on développe des bus. Il y a voilà. Donc j'ai senti un décalage là. Si on parle véhicule, en France, on a le choix entre Renault et Peugeot. Alors vous savez que le CEA travaille avec les deux d'ailleurs. Plutôt, il travaillait avec Peugeot sur la pile à combustible, et Renault, il y a un énorme projet sur les batteries. Puisque je crois qu'ils versent de l'ordre de 10 à 12 millions d'euros par an au CEA Grenoble pour faire des recherches sur les batteries. Donc Renault, ils avaient embauché ma première thésarde pour bosser sur les piles à combustible chez eux. Et puis Renault, à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est M. Carlos Ghosn, qui était chez Nissan. Il est venu et il a dit: vous êtes combien chez Renault à travailler sur les piles à combustible? Alors ils étaient tout contents, 30. Et chez Nissan, ils étaient 250. Alors il a dit: ok, on arrête la recherche en France, elles se referont chez Nissan au Japon. Donc ça, c'est une stratégie industrielle. En fait, il ne l'a pas fait comme ça, il était un peu plus méchant. Il leur a donné le sujet qui pouvait ne jamais marcher. C'est-à-dire qu'il a dit: vous allez vous focaliser sur le reformage direct. C'est-à-dire, au lieu de mettre de l'hydrogène dans la voiture, vous mettez votre biomasse dedans et puis vous faites l'hydrogène in situ. Ça évite les problèmes de stockage, etc. Sauf que ça ne marche pas très bien, quoi. Donc du coup, au bout de 2 ou 3 ans, ça a arrêté. Ceci dit, il n'a pas été très gentil avec les Japonais, parce que nous, je vous ai dit, on travaillait avec les Japonais sur de Nissan. On a mis 3 ans à signer le contrat, parce que M. Ghosn est arrivé et il leur a dit: vous m'avez promis que vous feriez, on serait les leaders mondiaux des piles à combustible. On s'est fait avoir par Toyota, donc je vire tout le monde. Donc il a viré toute la hiérarchie. Et on les avait vus 1 mois avant, et ils sont revenus 1 mois après, c'était de nouveaux chefs, et on a repris les discussions à zéro. Mais donc, dans l'industrie, pour le moment, il n'y a pas de marché. Le marché est potentiellement, c'est des milliards d'euros. Pour aujourd'hui, il n'y a pas un constructeur qui va vendre une voiture, donc, ou gagner de l'argent avec. Donc, c'est un peu le problème de l'hydrogène de la production et des véhicules. Les industriels iront quand ils sont sûrs de gagner. Mais 2015, c'est demain quand même. Oui, mais ça, c'est l'Europe qui le dit. On n'est pas sûr. Enfin, l'Europe peut s'engager, mais les Allemands, Mercedes, il y a quand même, il faut voir, chez Toyota, je crois qu'ils sont 800 personnes, chercheurs temps plein à travailler sur le sujet. Chez General Motors, c'est 1000 personnes. Chez Ford aussi. Enfin, les Américains mettent, c'est des milliards de dollars. Les Allemands mettent, je ne sais plus combien, ils ont un projet qui est, je crois, c'est pareil, c'est 1 milliard d'euros sur 20 ans pour développer l'infrastructure, etc. Je voulais poser une question aussi sur la propriété. À qui appartient, par exemple, une batterie, la pile à combustible? J'ai lu sur Le Monde qu'en fait, lorsqu'ils allaient vendre cette voiture complètement équipée, le citoyen moyen n'aurait pas la propriété de sa batterie. C'est-à-dire, en termes clairs, vous achetez une voiture avec la pile à combustible qui fonctionne, et donc, vous n'êtes pas propriétaire de la pile à combustible. Et en même temps, ils prennent, comment dirais-je, un espèce de dépôt de garantie qui fait que régulièrement, on augmente les prix de ces batteries. Est-ce que tu as entendu parler de ce... Un des problèmes, c'est que 250 kg de batterie lithium, ça va coûter très 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 cher. Même si l'électricité, après, pour recharger, le prix du pétrole va s'envoler, donc ça, le problème se posera moins. Mais du coup, on se dit que les gens ne sont pas prêts à mettre 4-5 fois le prix d'une voiture, parce que le prix des batteries sera plus cher que le prix de la voiture. Donc une des idées, c'est d'avoir un système, effectivement, de location. L'autre idée avec les gens, c'est de dire qu'il y a le problème des charges. Un des problèmes, c'est la charge des véhicules électriques. Si vous avez tous une voiture, c'était, comment il s'appelle, Michel Armand, d'Amiens, qui racontait ça. Il expliquait que si tout le monde avait un véhicule électrique à batterie et que tout le monde, qu'est-ce
qu'est-ce qu'on fait? On rentre chez soi le soir entre 7h et 8h, ou 6h et 8h, et tout le monde branche. Et on fait un calcul simple, et il faut 1000 centrales nucléaires. C'est tout bête, oui, parce que c'est toute la puissance électrique de tous les véhicules qui se mettent tous en même temps sur le réseau, c'est pas possible. Donc il disait déjà, viser ce que visent les constructeurs français, d'avoir des charges ultra rapides, ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Parce qu'il vaudrait mieux justement charger la nuit pendant qu'il y a on n'est plus dans les pics de production. Donc ouais, il y a tous ces concepts, il y a les problèmes de sécurité, etc. C'est vrai que personne n'a envie, parce que le CEA, avec nos collègues du RIPO, ils ont développé des réservoirs pour les piles à combustible, ce sera des réservoirs à 700 bars. Et 700 bars, c'est ce qu'il faut pour avoir l'autonomie, parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde veut avoir 400 km d'autonomie. Et avoir voilà. Dans une cité, quand ça brûle, qu'est-ce qui va se passer? Un véhicule avec un réservoir d'hydrogène à 700 bars mais avec 200 kg de batterie lithium, c'est pas forcément mieux non plus, quoi. Et est-ce que pour résoudre quand vous parliez des véhicules, du lithium, donc, est-ce que ça signifie que si les personnes veulent recharger assez vite, qu'il y ait des moyens de stockage d'énergie qui soient disponibles un peu partout, que ce soit dans les habitations, ou de telle sorte qu'il y ait énormément de stockage finalement d'énergie qui puisse être utilisé, quoi. Ah, mais une des idées, ça pourrait être carrément, on enlève le pack de batterie, on en remet un autre chargé, ça pourrait être envisageable. Le problème des charges, en général, typiquement quand on veut charger vite une batterie, en général ça la tue 10 fois plus vite, quoi. Donc, plus on les charge lentement, plus la durée de vie augmente, hein. C'est typiquement toutes les batteries, il faudrait les charger en 10 heures, quoi. On peut le faire en 1 heure, mais en général c'est pas très bon vu que ça coûte cher. Donc du coup, je pense qu'ils cherchent des solutions. Pour le moment, le problème ne se pose pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de monde. Après, on va peut-être changer aussi nos façons de faire. On a tous des véhicules qui font moins de 10 km par jour, ou 20 ou 30 km par jour. On n'est pas obligé d'avoir 400 km d'autonomie. Juste une question de haussière. Est-ce qu'à la place de l'hydrogène, on peut utiliser un gaz comme le CH4 par exemple? Un peu plus fort, je vous prie. Ouais, alors il y a plein de projets qui ont existé par le passé, qui sont un peu tous morts. C'était, oui, effectivement, de se dire l'hydrogène, c'est quand même. L'hydrogène, ça fait peur. Voilà. Ouais, en fait, c'est pas si dangereux que ça. En fait, c'est pas dangereux du tout l'hydrogène parce que ça diffuse très très vite. Le tout, c'est de pas le confiner. Bon, mais mais il y a le problème du stockage. Typiquement, quand on parle de téléphone portable, on ne se voit pas avoir un petit réservoir de 700 bars dans le téléphone. Enfin, je sais pas. Donc l'idée, c'était de se dire, on peut utiliser d'autres choses. Tout ce qui a de l'hydrogène, on peut in situ le transformer. Donc effectivement, le méthane. Alors le méthane est utilisé, par exemple, les piles haute température. Je vous disais au début, il y a cette idée de faire des céramiques. Là, en plus, c'est pas mal parce qu'à 1000 degrés, ils se décomposent automatiquement. Donc on peut avoir l'hydrogène. Ça pourrait marcher. Le problème, c'est que ces piles, en général, c'est pour ça qu'on les a abandonnées, c'est les céramiques, c'est fragile. Et puis les cycles thermiques 0-1000 degrés, c'est pas très bon. Les matériaux n'aiment pas. Alors l'autre truc, les gens avaient beaucoup travaillé dessus. Il y a énormément de publications, etc., c'est d'utiliser du méthanol. Le méthanol, ça marche assez bien parce que, en fait, sur le platine, on arrive à le décomposer. Alors, ça marche moins bien, finalement, parce que ça se décompose moins bien que l'hydrogène, mais on l'envisageait. Le problème du méthanol, c'est que c'est un peu toxique quand même. C'est rien, mais les conditions d'utilisation du méthanol. Alors, les gens se sont dit, on va utiliser de l'éthanol. Le problème, c'est que plus vous allongez la chaîne, plus la réaction catalytique elle devient compliquée. C'est-à-dire qu'à la fin, vous ne récupérez plus rien du tout, quoi. Et en plus, il y a un autre petit défaut tout bête, c'est que mes membranes, là, elles gonflent dans l'eau. Mais alors, si vous les mettez dans l'alcool, alors là, c'est terrible. On passe de 30% de gonflement à 300% de gonflement. On n'a pas trouvé la bonne membrane qui marche bien. Et du coup, comme c'est le réactif, en plus, si la membrane gonfle avec le réactif il passe sur les 2 électrodes, donc il y a dépolarisation. Donc du coup, en 20 ans, je crois que personne n'y est arrivé. Alors, on pensait vraiment pour le portable, mais l'hydrogène reste quand même la meilleure solution. Je vais juste
intervenir par rapport à la question de l'industrialisation. Alors, vous avez laissé la photo, c'est très bien. Parce qu'il y a justement à Grenoble, je ne comprends pas que vous n'ayez pas parlé, il y a une société qui s'appelle Saint-Lucel, qui est en train d'exploiter des piles à combustible, et en particulier issues du butane. Et ça se trouve juste sur la photo, c'est entre le CEA et la gare, c'est pas très loin. Et ils démarrent, c'est une start-up qui est en train de démarrer. Oui, c'est une start-up qui démarre. À Grenoble, il y a quand même, enfin il n'y a pas que cette société-là, il y a aussi Paxitech, qui est en fait le thésard qui m'a aidé à développer initialement les manips neutrons, et qui a fait sa société depuis... là, c'est pas une start-up qui démarre, hein, ça fait 15 ans qu'il tourne et qu'il vend... en fait, lui, il a développé un concept de pile portable. Donc, pour différentes applications portables. Et donc, il y a aussi, on ne voit pas, alors c'est pas sur la photo, c'est à côté, là, il y a Air Liquide. Et Air Liquide a fait aussi une de ses filiales qui est Axan, qui commercialise des piles à combustible, si vous voulez en acheter. Hein, si vous voulez vous acheter un pack de 1,5 kW, bon, il suffit juste d'avoir 15 000 €. D'ailleurs, c'est eux qui avaient équipé Jean-Louis Etienne quand il était parti dans le pôle Nord pour montrer que ça marchait aussi. Et il fournissait. Et du coup, il l'avait formé à réparer les piles à combustible, ce qui prouve que c'est faisable. Avec les piles à combustible, on prend l'hydrogène pour faire de l'électricité. Cet hydrogène, on le produit à partir aussi d'électricité nucléaire, enfin une des possibilités. Le rendement de ce cycle est... Alors ça, c'est une discussion, effectivement, en gros, l'électrolyse, quand on fait, en gros, au mieux de 50% de rendement 2 fois, on a plus de 25 à la fin. L'idée, c'était quand même que, en gros, la politique a peut-être un peu changé après Fukushima, mais à un moment, on s'était demandé, on pouvait se demander si, pour diminuer les quantités de CO2 émises, on fait plus de centrales nucléaires, et du coup, on a un excédent, au lieu d'avoir des pics qu'on prend avec des centrales thermiques, on relève le niveau moyen, et du coup, on a des trous. Et pendant ces trous, on pourrait faire de l'hydrogène. Du coup, là, le rendement a plus beaucoup d'importance. L'autre idée, c'est de dire on fait de l'électrolyse à partir du renouvelable. Et ça, c'est une des idées qui, je crois que c'est en Corse, il y a un système qui se monte, c'est-à-dire éolien, solaire. Le problème des renouvelables, c'est que c'est intermittent, donc du coup, on peut stocker de l'hydrogène et refournir ensuite du courant. Mais c'est vrai que, c'est pas... Le problème, c'est qu'on veut des véhicules, quoi. C'est vraiment une problématique liée aux véhicules. Alors c'est vrai qu'il y a un autre marché qui est en train de se développer énormément au Japon. C'est la chaudière individuelle. C'est-à-dire on vous met une pile à combustible comme chaudière, vous avez du coup de l'eau chaude puisque ça chauffe et en plus de l'électricité. Donc il suffit d'alimenter en hydrogène ou de l'alimenter en gaz. Dernière question, Stéphane. Le rendement que vous citez de 50%, c'est pour une électrolyse alcaline ou haute température? Alors là, je n'ai pas regardé. C'est plutôt haute température, je pense. Hein. Ouais. Oui. L'électrolyse alcaline, c'est plutôt problème, 30%. C'est pas le top, mais c'est ce qui marche le mieux. Enfin, c'est le moins cher, quoi. Oui, mais c'est le rendement. Parce que l'électrolyse haute température, je vous ai dit que les piles à combustible haute température à base de céramique, ça avait un peu du plomb dans l'aile parce que typiquement, je vous ai montré avec les membranes, on arrivait à mettre ça dans une voiture, enfin ça existe. Avec les céramiques, on n'est pas arrivé à faire des vrais prototypes qui fonctionnent. Et l'électrolyse haute température, comme vu que c'est la réaction inverse, c'est les mêmes problématiques, quoi. Les Américains ont fait des prototypes qui ont fonctionné plusieurs milliers d'heures. Hein. Oui, bien sûr, mais après il y a le problème d'intégration, de rendement. Pas pour les transports, mais pour les applications aussi. Pour stationnaire. J'avais une autre question, on a parlé de méthanol, d'éthanol et tout ça. Est-ce qu'il y a plus intérêt à l'écouler directement dans un moteur à combustion ou bien à combustible? Effectivement, la question se pose, c'est qu'on pourrait faire un moteur à hydrogène, tout bêtement, et le brûler dedans. La réponse qui m'a été donnée par Thierry Allot, qui était le président de l'Association française de l'hydrogène, c'est que en fait, les températures de flamme avec l'hydrogène sont beaucoup plus élevées qu'avec l'essence, et du coup, on ferait, avec l'azote qui est dans l'air, on ferait des NOx. Et c'est une vraie cochonnerie, quoi. C'est-à-dire que pour pas faire de NOx,
il faut qu'il tue le rendement, et s'il tue le rendement, alors là... par contre, BMW a fait par exemple une voiture à hydrogène avec un moteur... Non mais je parle du méthane ou du méthanol. Là. Oui. Actuellement, il y a des voitures qui marchent au GPL. Ah oui. D'autres, enfin, on rajoute le méthanol dans l'essence simplement. Est-ce qu'il y a plus d'intérêt à le mettre dans l'essence ou bien à faire une R&D pour développer une pile à combustible? A priori, le problème des moteurs thermiques, c'est qu'il est limité par le cycle de Carnot, alors que là, les performances peuvent être nettement meilleures. C'est-à-dire, enfin, le rendement peut être meilleur. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup après sur le long terme? Ça, c'est un choix. En fait, ce qu'il faut calculer, c'est dans l'ensemble du cycle de vie oui. du rendement énergétique. Parce que quand vous prenez du platine, tous les matériaux qu'il y a, vous devez les faire venir. Et dans l'ensemble du cycle, vous devez calculer la quantité d'énergie qui est nécessaire pour faire circuler les véhicules, et non pas uniquement la quantité d'énergie que vous utilisez quand oui. vous prenez de l'hydrogène. Oui, je suis d'accord. Et c'est sûr que, typiquement, pour faire 1 gramme de platine, je crois qu'il faut travailler sur 2 tonnes de minerais ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une catastrophe. Et ce platine est recyclable? Alors, un des buts, c'est de recycler, oui, effectivement. C'est des nanoparticules. Alors, si on le perd pas en route, mais parce qu'un des problèmes, je vous ai dit que le platine était sur du carbone, et c'est tout bête, mais le carbone plus de l'oxygène, C plus O2, ça fait CO2, et en fait, avec le temps, les électrodes elles finissent par partir, quoi. Mais en théorie, l'idée serait de réutiliser le platine. Effectivement, mais bon, le recyclage, c'est jamais du 100% non plus. Bon, ceci dit, on n'est peut-être pas à avoir tous les véhicules à pile à combustible. Merci beaucoup pour ce superbe exposé de votre travail commun, c'est extrêmement passionné. Rendez-vous jeudi prochain et on continue avec l'autre, mais d'une autre manière.